Le direct du 23e salon de l'immobilier. Nous continuons avec la FNAIM, les rencontres prévues après le président. On retrouve d'autres professionnels qui sont des administrateurs. Ils vont cet après-midi vous aider à bien investir. Bien investir, bien sûr, dans l'immobilier, vous l'aurez compris. Alors, investir dans l'existant, comment optimiser son rendement? Ce sera le premier sujet que l'on va voir ensemble. Bernard Helme, bonjour. Bonjour. C'est avec vous que je vais commencer. Et puis tout de suite après, nous retrouverons les deux autres intervenants qui nous ont rejoints, André Périssel et Samuel de Saint-Laurent. Alors Bernard Helme, vous êtes vous-même ancien président de la FNAIM, oui, toujours administrateur. tout à fait. J'aimerais d'abord qu'on voit avec vous comment choisir son investissement immobilier. Pour choisir, le plus important, je présume que c'est la rentabilité de ce bien. Alors comment peut-on voir cette rentabilité ? Comment faut-il agir pour bien choisir ? Alors, je vais déjà un petit peu au départ modérer vos propos. Bien entendu, il est évident que quand on a un bien en investissement, plus la rentabilité est importante, plus c'est agréable. Mieux c'est. Voilà. Mieux Mais pour modérer un petit peu quand même, pour des gens qui investissent, et on investit dans l'immobilier à peu près pour une certaine durée quand même. 20 ans. Voilà, la plupart du temps. On investit souvent quand on a un boulot, qu'on gagne sa vie, donc c'est pas uniquement pour en vivre. Donc il ne faut pas penser uniquement au montant de la rentabilité, mais surtout à l'emplacement. Et je dis toujours, ça surprend, un des meilleurs investissements qu'on peut faire dans l'existence, c'est d'acheter un appartement à un très bon endroit, très bien placé, même si le loyer n'est pas très haut, c'est même une source de tranquillité, parce que quand le locataire partira, le loyer sera plus haut. Monter. Et donc, il ne faut pas regarder que la rentabilité. Donc, quand on choisit pour faire un placement, il faut un peu choisir comme si on avait aussi envie d'y habiter. Il faut choisir avec tous ces critères, y compris souvent, si les gens sont jeunes, les enfants sont jeunes, de dire ben, c'est un appartement, c'est un critère important que mes enfants occuperont peut-être volontiers, ou moi-même à la retraite. C'est-à-dire, je reviens encore sur le premier thème, pas uniquement la rentabilité, mais tout un tas d'éléments. Choisir aussi l'emplacement, on a bien compris, on l'a évoqué tout à l'heure avec Didier Bertrand, voilà, l'emplacement c'est extrêmement important. Exactement. Alors je vais vous poser une question, vous n'êtes peut-être pas la personne la mieux qu'il fallait poser cette question, mais pourtant elle me semble indispensable si on veut éclairer tous celles et ceux qui nous écoutent. Est-ce qu'il vaut mieux acheter dans le neuf ou dans l'existant ? Alors, ça, je suis effectivement placé... Mais je suis sûr que vous allez rester objectif. Sauf qu'au début de ma carrière, je ne vendais que du neuf pendant 15 ans. Bon, donc j'ai fait les deux, donc je peux en parler. Vous connaissez les deux. Oh, ben, les avantages, si vous voulez, il y a dans le neuf, effectivement, plus d'avantages fiscaux pour l'investisseur. La loi Pinel, dans le neuf, est très intéressante. Dans l'ancien, elle est franchement à revoir parce qu'elle est compliquée, ça existe. Le Pinel ancien, mais c'est franchement très compliqué. Et c'est d'ailleurs très dommage parce qu'on a des ministres en ce moment qui disent qu'il faut améliorer l'état de l'ancien. Donc ça serait bien de faire des lois plus faciles pour que les gens qui achètent pour louer soient motivés et puissent faire des travaux et les rendre. C'est ça le problème, c'est les rendre. Donc il faut interpeller le gouvernement sans arrêt pour dire faites-nous aussi une loi Pinel dans l'ancien qui soit opérationnelle. Donc acheter dans le neuf comme dans l'existant, ça peut être un aussi bon, bonne démarche, un aussi bon placement. Absolument. Peu importe. Alors, ce qui est important, justement, qu'on devrait aborder ensemble, si vous êtes d'accord, puisqu'on a parlé de l'existant et du neuf, donc si on revient sur l'existant, c'est tout ce qui concerne la défiscalisation. Alors, Bernard Helme, éclairez-nous sur cette possibilité. Alors, je vais surtout parler de la défiscalisation de l'ancien, qui est beaucoup moins connue. Alors, il y a une loi que je connais très bien, qui est le Borloo ancien. Pour faire simple, quand on loue un appartement ou qu'on garde un locataire au renouvellement à un prix qui, à Marseille, ne dépasse pas les 11 € le mètre carré, on a 30% d'abattement sur sa déclaration, pas d'impôt, de loyer, qui après est reporté. Alors c'est malheureusement une loi qui n'est pas assez connue. Le gouvernement fait peu de publicité sur les lois qui font perdre de l'argent. Mais j'ai moi-même en placement des appartements où je suis en Borloo ancien, je déduis 30%. Elle est connue des professionnels et ce sont nos meilleurs conseillers. Donc, voilà. Il n'y a pas de problème. Voilà. Il suffit et ensuite sinon, de le dire. bien entendu, mais ça va encore tout changer parce que c'est dans l'air du temps, les défiscalisations pour des travaux qui améliorent la performance. Voilà. Donc c'est tout l'avantage qu'il y a justement à faire un placement dans l'ancien. Absolument. En tout cas, ça fait partie des avantages que l'on peut tirer de ces Et après, achats-là. Si vous voulez, un des avantages de l'ancien par rapport au neuf, c'est que c'est déjà au cœur de la ville, c'est déjà bien placé. Pour trouver des terrains dans le neuf, souvent c'est un petit peu excentré et tout. C'est une des forces de l'ancien qui reste. Oui, puisqu'aujourd'hui, le président le disait, c'est à peu près 20%, je crois, des ventes, le neuf.
puisqu'il y a quand même assez peu de nouveaux produits. Tout à fait, tout à fait. Donc l'existant, quand on veut investir, on trouvera plus facilement dans l'existant. Alors c'est pareil, ça surprend tout le monde, mais je dis n'ayez pas peur d'acheter un logement occupé quand vous voulez investir. Vous le payez moins cher parce qu'il est occupé. Parce qu'il est occupé. Vous pouvez aller voir le locataire s'il est sérieux. Vous avez un historique de savoir s'il paye ou qu'il ne paye pas. Alors que c'est vrai, les gens ont plutôt tendance à acheter du libre pour le louer après. Acheter de l'existant, c'est très bien aussi. En fait, ça, ce sont des propos de professionnels, d'où l'importance de venir vous consulter, évidemment. Mais c'est vrai qu'il faut essayer d'avoir une vision à long terme. Ah, voilà. C'est primordial. Ne pas regarder juste le bien comme il est à ce moment-là. Comme on le disait au début, uniquement la rentabilité, il faut penser à tout. Il faut penser à tout. En tout cas, merci de nous avoir éclairés. On va continuer, bien sûr, à parler de ce sujet avec vous, Samuel Saint-Laurent. Donc, vous êtes également administrateur de l'AFNAIM. Constituer son capital immobilier en empruntant, c'est le sujet sur lequel on va s'arrêter avec vous pendant quelques minutes. Alors, dites-moi, est-ce que la valeur pierre, c'est toujours la valeur et le placement préféré des Français? Oui, bonjour, oui. Je voudrais qu'on arrête de tout ce qu'on entend sur l'ISF avec le gouvernement actuel. Je pense que c'est galvaudé. Il faut un peu calmer les esprits à dire attention, il ne faut plus acheter dans l'immobilier, les gens ont peur. Non. Le placement immobilier, le placement pierre, c'est quelque chose pour lequel on achètera toujours, on vous prêtera toujours. Si aujourd'hui les gens disent Amazon, Apple, ça va à des hauteurs, l'immobilier, ça ne monte pas. En attendant, pour acheter une action Amazon, il faut avoir de l'argent. Pour acheter une action, pour acheter un appartement, il faut un apport faible eu égard au prix de l'appartement. Les banques prêtent parce que elles peuvent hypothéquer un bien immobilier. Donc oui, le placement pierre, c'est le placement. Enfin, je vois pas comment les Français vont changer d'avis, même si le gouvernement a changé. Les lois changent, modifient, mais après le bien, la valeur intrinsèque des biens, elle est là. Oui, parce que quoi qu'il arrive, de toute façon, les prix peuvent varier. Il peut y avoir des chutes, c'est ce qu'on a connu quand il y a eu la crise en 2008. Mais de toute façon, on garde un bien, on garde 4 murs, et de toute façon, cela, ça reste. Alors que lorsqu'on achète une action, elle peut s'effondrer, il ne reste plus rien. C'est ce que vient de dire Bernard. J'achète un emplacement, j'achète pas pour 3 ans. Donc un Amazon, un X ou Y peut baisser et descendre. Un bien immobilier qui a été acheté mettons, en 2007 ou 2008, certes, il aura peut-être dans certains coins perdu de la valeur, mais aujourd'hui, il peut en reprendre au long terme. Exactement. Il faut D'ailleurs, si vous regardez aujourd'hui, si on regarde ensemble, si on s'arrête sur des biens sur 20 ans qui existent depuis 20 ans dans l'existant, si on regarde le prix d'il y a 20 ans, les personnes qui l'ont acheté et aujourd'hui, on est d'accord pour dire que les prix ne se sont pas effondrés. Tout à fait. Moi, je connais personne qui a 0. Ils ont même fait une belle plus-value. Donc, la personne qui a 0 en ayant mis 20 000 francs il y a 20 ans, ça n'existe pas. Donc, non, ça c'est faux. Donc ça restera la valeur refuge des Français. C'est évident. Et c'est une bonne idée, quoi. Je veux dire, ils ont tout à fait raison de se réfugier dans la pierre. Absolument. Voilà. Après, alors, le crédit, c'est une bonne façon d'optimiser justement cet investissement pierre. 2 raisons. Enfin, le crédit, déjà, c'est de la prévoyance. Pour une famille, lorsqu'on achète, lorsqu'on souscrit un crédit, il y a une assurance invalidité décès emprunteur. Donc, si par malheur, il arrivait quelque chose à l'emprunteur, la famille serait couverte. Premier point. Second point, le crédit, les intérêts d'emprunt se déduisent des revenus fonciers. Donc, derrière, c'est un avantage. L'endettement crée un effet de levier. Voilà, c'est impossible d'acheter en paiement comptant. Enfin, on n'a pas le même effet de levier. On peut acheter, mais évidemment, enfin, personne ne le fait aujourd'hui. Tout le monde va prendre une partie de crédit. Même si on a le cash, on va les prendre un crédit. Je viens de vous parler de l'ISF tout à l'heure. On crie attention à l'ISF immobilier. Je prends un exemple. Quelqu'un qui a 1,5 million de patrimoine en ISF, en immobilier. Il va dire « Ah, je suis imposé sur l'immobilier ». Simplement, je fais une SCI. Je vends à mon SCI 500 000 € de mon patrimoine immobilier et je vais repasser. Donc, je me réendette de 500 000 €. J'avais 1,5 million. Je suis en dessous. Donc, j'ai un patrimoine d'1 million. Et j'ai 500 000 € d'endettement. Comme c'est sur le patrimoine net d'emprunt, je suis passé en dessous de cette barre. Donc il faut arrêter de se stresser par rapport à ça, de dire voilà. Donc il faut toujours, comme vient de dire Bernard, on achète sur du long terme. Derrière, il faut réfléchir à chaque loi qui est votée. Bien sûr. Voilà. Il faut donc consulter des professionnels qui sont au courant de ces lois et qui vont vous aider sur le conseil. Voilà. Donc, alors, on pourrait faire peut-être le point, parce qu'on vient d'évoquer les taux d'intérêt, parce qu'on dit qu'aujourd'hui, les taux sont extrêmement intéressants. Donc, peut-être faire un point où on en est aujourd'hui. Alors, les taux sont extrêmement variables selon... les banques font en fonction de leur typologie de clientèle. Voilà. Aujourd'hui, mettons qu'on emprunte à peu près sur du 2, on peut aller jusqu'à 1,5, voire encore plus bas, ça dépend de... Voilà. Si j'emprunte sur du 2 aujourd'hui, je vais louer, par exemple, sur Marseille, sur du 4 au minimum, j'ai une rentabilité. Donc, j'ai déjà un placement qui est de 2, je gagne 2 points par rapport à... C'est déjà bien.
Voilà. Ce qui est formidable. Donc il faut arrêter de dire c'est pas bien, enfin, c'est dangereux, il y a du risque. Il n'y a pas de risque en fait. Et aujourd'hui, on a une visibilité, on sait que les taux d'intérêt ne vont pas augmenter. Enfin, normalement, je vois pas comment il n'y a pas de possibilité, monter, donc voilà. on a une garantie quand même sur un court moyen terme. Si on fait des choses de manière... Vous avez un micro, vous avez un micro. Pardon. Quand les taux d'intérêt augmentent, c'est que l'inflation repart, les loyers aussi. Donc il y a une contrepartie. Absolument. Excuse-moi de t'avoir. Non, mais tout à fait, voilà, exactement. Donc en fait, le risque, il est très modéré. Donc c'est une rente à peu près régulière. Donc si quand je vous écoute et c'est assez rassurant, on se dit qu'en fin de compte, ça reste le meilleur placement et on a toutes les garanties. Moi, ce qui m'agace, c'est le discours qu'on entend aujourd'hui en disant l'ISF immobilier... voilà, les gens qui vous disent faut vendre, faut vendre. Non, faut pas vendre, faut garder, faut arbitrer et faut estimer son patrimoine et faut consulter un professionnel qui va vous dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je garde. Absolument. Donc on en revient toujours au conseil des professionnels. Chaque année, moi, je propose à mes propriétaires qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on garde, on vend, voilà. De toute façon, vous arbitrez tous les ans. Et oui, et on peut pas. De toute façon, on est dans un monde aujourd'hui où il faut être flexible, connaître son patrimoine. De toutes les manières, dès lors que vous êtes assujetti à l'ISF, il faut le faire chaque année. Donc là, on revient dans les mêmes débats. On voit, je fais des travaux, je n'en fais pas, mon locataire s'en va, est-ce que je garde, je vends. Donc c'est difficile à faire tout seul. Je pense que c'est avec des professionnels. C'est notre combat de tous les jours et notre débat. Et voilà. Et après, c'est pas très compliqué. Il faut juste se faire conseiller. Et rappeler donc la déduction des intérêts d'emprunt sur les revenus locatifs. Ça aussi, c'est un avantage auquel certaines personnes ne pensent pas. Les gens disent la gestion empruntée, etc. On déduit. Enfin, c'est déductible. Donc faut arrêter de dramatiser ça. Par contre, c'est vrai que pour un particulier, c'est compliqué aujourd'hui. Il est un peu perdu. C'est mais difficile. Qu'il vienne voir un professionnel, on va le rassurer. Donc tout paraît simple. Après, il faut juste acheter le bon bien, le bien juste. C'est pas compliqué. Hein. Allez-y, vous avez un micro, il n'y a pas de problème. C'est important d'ailleurs, il a très bien parlé, mon confrère, du manque de danger, d'absence de danger dans l'ancien. Oui. Les gros dangers qu'il y a eu célèbres, c'est que dans le neuf. C'est vrai. Donc, sur les défiscalisations, dans des bleds perdus. Absolument, et on sait à quel point les gens après n'arrivent pas à revendre les biens. Et pas de conseil d'agent immobilier. Voilà, je me permettais Apollonia, et je pense que vous êtes d'accord et que cette conclusion vous convient. On est une ville qui est quand même assez dense et assez grande. Il y a de l'emploi, il y a un bassin d'emploi. Donc Bernard vient de le résumer. Hein, là-dessus, on a cette chance. On arrive à louer. Donc, quand on discute avec des confrères dans la Pampa, effectivement, le débat est plus compliqué. Voilà. Mais c'est vrai que tous ces produits, il y en a eu beaucoup comme ça isolés, et aujourd'hui, ça pose un vrai problème. Merci beaucoup. On va continuer avec vous, André Périssel. On va parler de la sécurisation du loyer, puisqu'on a parlé des biens, on a parlé des crédits. Maintenant, voyons un petit peu ce qu'il en est au niveau du loyer. Donc, si je confie mon bien, je l'ai acheté, je veux maintenant qu'il soit en gestion locative, c'est quand même peut-être la meilleure façon de me garantir pour le paiement des loyers. Oui, la meilleure façon de se garantir pour le paiement des loyers, c'est de confier la gestion à administrateur de biens, FNAIM de surcroît. D'une part, chez les administrateurs de biens, le taux moyen d'impayé est inférieur à 2% du volume des loyers. Donc on a de très bons résultats parce que nous sélectionnons les candidats locataires et nous sélectionnons surtout par rapport à la solvabilité. On n'a pas la possibilité d'accepter un endettement de plus de 33% par rapport au montant du loyer. Donc l'administrateur de biens sélectionne le locataire par rapport à la solvabilité. Les candidats, donc. Et les candidats, pour sécuriser le bailleur, parce que le bailleur a emprunté, parce qu'il a des charges de copropriété à payer. Pour sécuriser, nous proposons en annexe de la gestion locative la garantie des loyers impayés. La garantie des loyers... quel en est le mécanisme? Donc on a deux niveaux, la garantie des loyers impayés et la garantie des loyers impayés et détérioration immobilière. D'accord, on va commencer donc par les loyers impayés. Les loyers impayés, en cas d'impayé du locataire, la garantie prend en charge les frais d'huissier, les frais d'avocat et ensuite le paiement des loyers impayés. C'est vous qui vous en occupez? C'est nous qui nous occupons de toute la gestion, donc la relance du locataire, la mise en demeure, la remise du dossier à l'huissier, la remise du dossier à l'avocat. Le suivi, bien sûr. Si on va jusque-là. Si on va jusque-là. Et donc la prise en charge des loyers dans un plafond de 60 000 € qui est plus de 2 ans. On a le temps de voir venir. On a le temps. Oui. Sachant que
Le coût de cette garantie des loyers payés en moyenne, c'est 50 centimes par jour pour un loyer d'environ. Oui, c'est important 600. de dire combien ça Voilà, coûte. Combien ça coûte, la bien moyenne, sûr. 50 centimes par jour Oui, c'est pour pas un énorme. loyer de 600 à 650 euros, charges comprises. Donc, ça... Et ces honoraires de l'administrateur de biens sont déductibles des revenus En fonciers plus. du bailleur. En plus. Donc c'est gagnant. Donc je crois que absolument, ce gagnant. recours est gagnant sur toute la ligne. Maintenant, ce qu'il en est de la garantie des détériorations immobilières, parce que ça peut arriver qu'on loue un bien et que lorsqu'on retourne pour récupérer le bien à la fin du bail, eh bien, on est de mauvaises surprises. Voilà, la garantie des détériorations immobilières, comme son nom l'indique, prend en charge vraiment les dégradations. C'est pas la vétusté. Un locataire qui est resté 10 ans dans un bien... Une vétusté normale est prise en compte, bien sûr. On peut constater de la vétusté normale, mais un locataire qui aurait arraché la tapisserie, brûlé la moquette, arraché des interrupteurs, Ouais. ça fait partie des détériorations immobilières. À la suite du constat d'état des lieux, le locataire admet qu'il a détérioré, ou sinon c'est un constat d'huissier. Et à ce moment-là, il y a une déclaration auprès de l'assureur qui prend en charge la concurrence en moyenne de 7 000 euros de détérioration. D'accord. Donc ça aussi, c'est la même chose. C'est vous qui vous occupez de tout cela. Exactement. Très bien. Et après, vous cherchez un autre Et on locataire si cherche besoin. un Et locataire. je voudrais qu'on dise un mot, si vous le voulez bien, André Périssel, du dispositif Visal. Qu'est-ce que c'est? Donc le dispositif Visal, c'est un dispositif gratuit, mis en place par l'État, les pouvoirs publics. Un dispositif qui s'adresse aux étudiants moins de 30 ans et Oui. pour les plus de 30 ans, les salariés en CDD et en situation de travail précaire. Oui. Le loyer doit être inférieur à 1 300 euros en province. Oui. Le locataire doit s'inscrire sur Internet et demander son pass Visal. Et à partir du moment où il a souscrit un pass, il a un pass en Visal, bénéficie. il peut aller voir l'administrateur de biens de la FNAIM toujours, et il peut louer avec cette garantie de l'État. C'est l'État En fait, c'est l'État qui se porte caution voilà, qui est du loyer. caution pour Voilà. garantir que le paiement du loyer. Exactement. Donc ça, voilà. c'est une garantie en plus, bien évidemment, pour le propriétaire. Garantie en plus pour le propriétaire qui, à ce moment-là, est gratuite. Oui, ça, c'est quand même très intéressant Tout de à le fait. rappeler. Tout à fait. Très bien, messieurs, merci beaucoup d'avoir fait le point. On a pu Merci. faire le point ensemble. Moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de se retrouver dans quelques minutes. À 16h, on parlera justement du formalisme juridique. On va retrouver donc toute la gestion locative, comment elle est sécurisée par les professionnels de l'AFNAIM. Et 3 nouvelles personnes de l'AFNAIM, nouveaux adhérents, seront avec nous ici. Merci, messieurs, et bon après-midi. Merci. On le coupe.